Bonjour, vous êtes dans La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Vous êtes sur Fusion TV. On se sent puissante sur scène, dit-elle. Autrice talentueuse, comédienne hors pair, jeune metteuse en scène selon ses dires. Ne vous faites pas avoir par ses airs de jeune fille. Femme de théâtre, elle a accepté de se confier sur sa vie en quarantaine théâtrale. Une vie loin d'être confinée à la Martinique. Bonjour Daniélie. Bonjour Delphine. Merci de me faire l'honneur de t'interviewer. Merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelques éléments à ma présentation ? Que j'écris, oui, effectivement, que l'écriture a été le premier fil qui m'a peu à peu conduite au théâtre. En effet. D'accord. Alors, à 40 ans, et quelques petites poussières, tu écris Cyclone. C'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. Hein. Cette pièce de théâtre va marquer un tournant décisif dans ta carrière et avoir un succès mondial puisque cette pièce va être traduite dans différentes langues. Mais avant ça, est-ce que ce rêve que tu as vécu avec Cyclone, est-ce que quand tu étais petite, c'est ce dont tu rêvais ? Absolument pas. Alors là, si on m'avait raconté, si une voyante avec une boule de cristal m'avait dit « Toi, tu vas faire ça, tu vas écrire une pièce de théâtre qui va être connue à travers plusieurs pays du monde », je n'aurais pas cru. Non, ça ne correspond pas forcément au rêve que j'avais. D'ailleurs, je me demande si, petite, j'avais un rêve. Je ne sais pas. Non. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. Tu t'en souviens pas. Alors, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi quand je serai grande, la fameuse phrase? J'avais pas vraiment d'idée, mais chemin faisant, ce qui m'est venu, c'est d'être hôtesse de l'air. Parce que je crois quand même que je prenais beaucoup l'avion. Et peut-être là, je l'analyse comme ça. Je suis née sur une petite île. Et puis j'ai migré, j'ai pris l'avion pour arriver dans ce grand pays qu'on dit être le nôtre aussi. Et finalement, peut-être que hôtesse de l'air, c'était une manière de faire le trait d'union entre les deux. Voilà, celle qui traverse l'océan, les océans et les pays du monde pour relier les lieux. Et du coup aussi, dans cette tentative de relier les lieux, ça t'a mené à faire des études axées sur les langues étrangères ? Absolument, oui. C'était vraiment un intérêt tout à fait spontané. Et puis j'étais tout simplement très bonne élève en anglais, en espagnol, avec un réel intérêt pour les langues étrangères. Moi, j'écoutais beaucoup de musique, le R&B, toutes ces stars qui étaient plutôt afro-américaines. Et voilà, avoir accès à l'anglais, c'était aussi avoir accès à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils transmettaient à travers leurs chansons. Oui, il y a une sorte de rêve américain qui se transmet à travers ces artistes afro-américains. Oui. Et quand on est en France et qu'on veut vivre ce rêve, que ce soit dans la musique ou dans par exemple, le théâtre, c'est plus compliqué puisque justement, pendant tes études, tu as étudié le théâtre. Tu as découvert le théâtre. Comment ? Raconte-nous. Alors... Comment j'ai découvert le théâtre ? Alors, le théâtre est venu à moi parce que, évidemment, dans le cursus scolaire, on avait une sensibilisation au théâtre. On était allé voir des pièces de théâtre, des pièces de Molière, de Racine, etc. Mais jamais, à aucun moment, je ne me suis projetée du tout en tant que comédienne. Vraiment, à aucun moment. Il y avait personne, enfin, ça ne me faisait pas du tout rêver. Bien au contraire, j'ai participé à un atelier théâtre au collège, mais bon, un peu en dilettante. Mais réellement, c'est quand je suis devenue étudiante et que j'ai découvert l'histoire de la Caraïbe, cette histoire qui ne m'avait jamais été racontée. Cette histoire même quelque part, j'ai envie de dire, qui m'avait été cachée. Parce qu'il a fallu aller la chercher, cette histoire, pour la dénicher, la sortir d'une sorte de flou ou de silence ou d'omerta. C'est vraiment en découvrant cette histoire comme un choc, comme un Big Bang, que je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Si personne ne me l'a dit, pourquoi l'école ne me l'a pas raconté ? Pourquoi mes parents ne me l'ont pas raconté ? Pourquoi je ne... Alors, du coup, c'était à mon tour de la raconter. Et comment la raconter ? Le théâtre a été une évidence. Voilà, une évidence. Écrire, l'écriture était déjà là, en secret. Et l'écriture s'est imposée à moi. Voilà, il m'importait de raconter cette histoire à d'autres jeunes comme moi qui avaient grandi entre l'île et l'Hexagone, mais aussi ceux qui étaient nés là-bas en France, qui ne connaissaient pas leur histoire. Et on était réellement en manque
de repères, des repères culturels, de repères de représentation également. Donc quand tu dis effectivement que je m'intéressais beaucoup à la culture afro-américaine, parce que c'était les seuls noirs qu'on voyait à la télé. Les noirs, entre guillemets, positifs, qui étaient cool, stylés, quoi. Et vraiment, on s'identifiait à eux. Et c'est vrai qu'en France, il y avait très peu de figures afro-antillaises vers lesquelles on pourrait se projeter en elles, quoi. Voilà, et le peu de figures qu'il y avait ou qu'il y a, je ne sais pas si on peut toujours parler au présent, sont assez stéréotypées. Absolument. Voilà, je me rappelle de cet acteur noir dont je ne me souviens pas le nom, dans la cage aux folles, par exemple. Ah. Et c'était pas... Je me rappelle pas qu'il y avait un acteur. noir. C'était comme le personnage dans Autant en emporte le vent, mais à la française. Vraiment personnage ridicule, grotesque. Le seul personnage positif, je pourrais dire que c'était Greg Germain dans Médecin de nuit. Voilà. C'était un médecin. Et lui, il avait vraiment un rôle intéressant dans cette série, dans mes souvenirs. Et c'est là que tu marques l'importance en fait du modèle, le fait d'avoir des modèles qui permettent à un jeune ou à une jeune de rêver, ou bien même pas de rêver, de se dire tiens, je peux aspirer à faire ce métier-là en fait. Oui, et puis tout simplement, je vois quelqu'un qui me ressemble. Je me vois aussi à travers cette personne qui me ressemble. C'est vrai. Oui. Et cette pièce que tu as écrite, c'était une commande pour l'école, c'était un devoir à faire, c'était... Nekpakamo, ma première pièce de théâtre. Non, c'est moi c'était une commande intérieure, c'était mon urgence. Non, vraiment, ça vient de moi, j'en ai parlé autour de moi, les étudiants qui étaient avec moi à cette époque, j'ai passé des annonces à la radio, j'en ai parlé de ce projet, ça a rallié monde, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Afrique. On a formé une troupe qui s'appelait la troupe Marron. Et peu à peu, avec les moyens que nous avions, les connaissances et surtout la passion de dire, cette urgence de faire exister ce récit presque interdit ou ce récit complètement étouffé. Alors avec toute cette foi et cette fougue de nos 20 ans, on a créé cette troupe et donc cette pièce de théâtre en étant bien sûr encadrée. Heureusement, c'était notre chance par un professionnel, un metteur en scène professionnel, c'est-à-dire Luc Saint-Éloi. D'accord. Donc, en fait, quand tu as créé cette troupe, ce n'était pas dans le cadre d'une option théâtre de l'université? Pas du tout. Non, j'étais toujours étudiante en langue. D'accord. Voilà. Alors, justement, pendant que tu es étudiante en langue, tu fais des stages en entreprise. Et à côté de ça, tu as ce projet de Nekpakamo, que je ne sais pas si les deux se font en même temps ou si Nekpakamo se réalise par la suite, mais qu'est-ce que tu te dis sur le monde professionnel classique, on va dire? J'ai eu du mal. C'est-à-dire que je me suis spécialisée en langues étrangères, affaires et commerce. Alors, affaires et commerce international, évidemment, avec les langues. Et puis, effectivement, à cette occasion, j'ai pu rencontrer des professionnels ou alors faire des stages en entreprise. Et puis, je regardais comme ça le personnel qui m'a toujours très, très bien accueilli. C'était très bien. Je me suis bien intégrée à chaque fois. Mais j'essayais de me projeter en eux, mais en me disant, mais en fait, non, j'ai pas du tout envie de devenir comme ça. Ou bien, je ne me sens pas, c'était pas mon univers. C'était pas du tout mon univers. Du tout. Et à côté de ça, il y a le théâtre qui est en train de m'appeler. De t'appeler, voilà. Voilà, par les tripes, celui-là. Il m'a pris par les tripes. Le théâtre m'avait choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'avait choisi. Les stages en entreprise, c'était le cerveau qui s'était dit, bon, peut-être que... Oui. Tu es tiraillé par ce côté où il faut faire un métier normal à cette époque? Oui. En plus, Luc Saint-Éloi, il nous avait mis en garde. Il disait, bon, vous savez, c'est pas un métier facile. Franchement, si vous pouvez faire autre chose, faites-le, quoi. Aller jusqu'au bout. Mais ce métier-là, franchement, c'est difficile. C'est comme un sacerdoce, quoi. Faut vraiment être dans un engagement, mais c'est pas facile. Il nous avait vraiment mis en garde pour vraiment ne pas être dans une sorte de fantasme, de rêve artistique et vraiment parler de la réalité, voilà, de pouvoir faire ses heures en tant qu'artiste noir dans le théâtre en France, sur des projets et puis parfois avec des regards posés sur nous qui étaient décalés, et donc cette difficulté que lui-même a eu sans doute en tant que comédien, d'avoir des rôles à sa mesure, quoi, qui offrent une réelle finalement liberté de jeu, ou en tout cas simplement faire notre métier, c'est-à-dire jouer.
mais sans être enfermé dans la petite case de la petite représentation qu'on se faisait de nous. Mais en étant totalement libre d'exprimer qui on est tout simplement en tant qu'acteur. Et c'est très drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo qui tourne sur un des réseaux sociaux où un acteur noir d'aujourd'hui, souligne les mêmes faits. Ah bon ? Ben oui. Quand on est acteur noir en France, voilà, on est souvent réduit ou orienté vers un certain type de rôle. Le noir de banlieue, ou bien le noir délinquant, ou bien, voilà, quand c'était les femmes, c'était la femme sans papier, la femme prostituée, enfin... Mais c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est le même discours depuis 30 ans, que c'est les mêmes problèmes et qu'il n'y a aucun effort en fait qui est fait à ce niveau. Alors bon, je ne peux pas être aussi catégorique. Il y a des choses qui ont évolué quand même depuis notamment l'action de Culture Égalité dans les années 2000 avec Luc Saint-Éloi et Calixte Béala qui avait surgi lors de cette nuit des Césars. Ah oui. Dans un théâtre en France. Je faisais partie des petites mains dehors qui distribuaient des tracts et vraiment qui ont jeté un pavé dans la mare en attribuant à Darling Legitimus un César d'honneur, quoi. Ils ont décidé ça en parlant justement de l'invisibilisation des acteurs et actrices noirs dans le cinéma français. Et alors, ça a déclenché quand même des choses. Alors que Darling Legitimus avait été primé à Venise, Venise, absolument, pour son rôle dans La Rue Cazenègre. Mais en France, aucune jamais rien. Donc le combat, il est, donc quand on s'engage dans cette voie, le combat, on sait qu'il va être dur. Donc il y a les fameuses cases à cocher dans la société, mais finalement dans le monde théâtral qui t'entoure, il y a certaines cases, faire ses heures, accepter des rôles, mais pas trop ceci, pas trop stéréotypé. Ouais. Donc finalement, on se rend compte que dans chaque univers, il y a... est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a ces petites cases à cocher pour être dans un moule, peut-être ? Oui et non, c'est-à-dire que ce qu'offre aussi quand même le milieu artistique, c'est de prendre la parole. Donc, j'ai écrit mes rôles. C'est pour ça que Cyclone c'était aussi ça mon projet. J'avais envie de jouer un personnage aliéné, une femme qui s'était complètement perdue, une femme qui vit dans le déni, une femme, voilà. Je l'ai écrit. Parce que je ne le trouvais pas forcément dans la littérature et j'avais envie de le faire avec ma langue, écrire de mon endroit en fait, écrire avec cette langue, cette gestuelle, cette manière d'être, de parler ou de se taire qui est propre à nous. Et c'est ça, il faut prendre la plume et raconter nos propres récits, d'où l'importance de l'écriture dans mon parcours. Voilà, je veux raconter nos histoires. Nos paroles, nos silences, nos corps, nos histoires tues, nos révoltes, nos douleurs, toutes ces choses qui nous traversent de manière très spécifique parce que voilà, nous sommes d'une humanité spécifique, particulière. Vraiment, on a une expérience humaine vraiment très particulière qui, je crois, véritablement mérite d'être partagée. Au monde, avec le monde. Mais tout à fait. Donc en fait là, tu parles déjà avec passion. Enfin, à cette période-là, tu es déjà imprégné de ce théâtre. Donc petite, tu n'envisageais même pas une carrière théâtrale. Dans la vingtaine, tu découvres et là, tu sens que tu es animé, que tu veux combler ces silences, comme tu disais lors de notre entretien préparatoire, ces silences de l'histoire, de notre histoire. Et pourtant, donc vers la fin de la vingtaine, tu vis un conflit intérieur. Et alors, je te laisse raconter ce conflit intérieur et aussi ce que t'a dit ton frère, la question que t'a posée ton frère. Ah oui. Bah oui, c'est sûr que se lancer dans un métier artistique quand on n'a pas de référence. Pour ceux qui connaissent les francisques, on sait que dans la famille francisque, il y a des musiciens. Mon père était musicien, j'ai des frères et sœurs qui sont musiciens et danseurs. Donc, moi, je suis comme un vilain petit canard qui suis attiré par le théâtre. Mais du coup, j'ai pas de référence. Je sais pas comment faire, je sais pas où aller. Je vais au théâtre, il y a personne qui me ressemble sur scène. Donc, se lancer là-dedans, quand même, c'est comme se lancer dans une aventure à l'aveugle, quoi. Et à côté de ça, effectivement, j'ai fait mes études de langues étrangères et j'ai été tiraillée effectivement à un moment entre la vie professionnelle, se ranger, aller vers la raison et puis les compétences que j'avais acquises à l'école, ou bien cet endroit complètement impalpable qui est la création artistique et qui m'habite si fort.
Et j'étais tellement tiraillée. À un moment, je travaillais dans un centre culturel afro-caribéen avec Luc Saint-Éloi. Et puis un jour, je sors de scène, j'avais fait un montage poétique avec lui, et puis j'étais dans une période de trouble, de doute, entre mais est-ce que je continue, ou bien je deviens, je rentre dans le milieu professionnel bien cadré. Et j'en parle avec mon frère qui est également artiste, et il me dit, c'est simple, imagine que tu arrêtes complètement d'être artiste, de monter sur scène. Et ça m'a pris aux tripes, ça m'a émue, et tout de suite, j'ai eu comme un élan pour dire non, ça non. Comme une rupture qu'on ne peut pas envisager. Tu aurais eu un gros poil. Ah mais c'est clair, c'est clair, vraiment, ça vient véritablement de mes tripes. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mais quand tu parles de ce conflit intérieur, est-ce que c'est ce que tu pourrais caractériser de crise de la trentaine, par exemple, ou bien ce serait autre chose? Alors, ma crise de la trentaine, c'était autrement. Non, c'était vraiment tergiversé entre alors, est-ce que je vais dans ce monde bien cadré, bien balisé, où je peux voir clair, voilà, parce qu'il y a des métiers, là, il y a un parcours, là, etc. Mm-hmm. Ou alors, je vais dans ce monde flou, où, pour l'instant, je ne vois pas grand monde qui me ressemble, j'ai pas beaucoup de repères, de références, etc. Est-ce que je m'aventure dans le monde artistique ? Ou alors est-ce que je vais dans ce monde où on peut voir un peu plus clair. Voilà, c'était vraiment ce parcours-là. Et effectivement, je crois que c'est vraiment à mes 30 ans que les choses se sont confirmées, quoi. Enfin, c'était évident qu'il fallait que je continue dans ce monde artistique. Je me souviens que pour mes 30 ans, pareil, j'ai vécu une crise de mes 30 ans. J'ai mis un mur de photos chez moi avec des photos de famille, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Et puis moi, avec ces tentatives artistiques que j'avais déjà fait, et puis je les ai affichées. Et puis je me suis dit, tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Ok, donc j'assume, je prends, j'embrasse, j'accueille toute la personne que je suis. Donc tout ça, c'est-à-dire ta famille, toutes les personnes que tu avais mises, mon parcours. C'était toi. Oui, tout ça, c'est moi. D'accord. Donc, ok, avec ça c'est mon bagage. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Là, dans quelle direction je vais ? Et effectivement, le métier d'artiste. C'est confirmé. Ouais. Donc en fait, tu vis cette paix finalement de savoir que tu veux aller dans cette direction. Mm-hmm. Et c'est là où on arrive à cette fameuse période, puisque nous sommes dans la vie 4.0, mais toi, tu nous offres ce cadeau de regarder dans le rétroviseur, puisque voilà, tu as parcouru les 10 années de la quarantaine, et tu sens que tu m'as dit, je sens que je suis à la bonne place. Mm-hmm. Parce que, donc, à 40 ans, tu écris Cyclone, cette fameuse pièce qui aura un succès mondial. Et qu'est-ce qui t'anime quand tu ressens que tu es dans un succès qui n'était pas attendu ? C'est de la satisfaction. D'ailleurs, j'appelle même pas ça succès, mais c'est être entendu. Vraiment, c'est ce besoin d'être entendue et comprise. Que ce récit qui est particulièrement intime, parce que je voulais parler de l'histoire collective, mais je voulais aussi parler des douleurs de l'histoire intime, de l'histoire familiale, et que ça soit le fait qu'elle soit sensiblement reçue par d'autres qui sont vraiment de pays, ils savent même pas que la Martinique existe, quoi. Mm-hmm. Que ce soit au Chili, que ce soit en République tchèque, le texte a été traduit en roumain également. A priori, ils savent même pas ce que c'est qu'un cyclone, quoi. Oui, c'est vrai, parce que cyclone, c'est un vécu typique de nos régions tropicales. Exactement. Donc combien, tu pourrais te rappeler dans combien de langues il a été traduit ? Dans 5 langues, voilà. 5 langues. J'ai eu un cadeau par Jude Duranty qui l'a traduit en créole, mais le texte a également été traduit en anglais, en espagnol, puisqu'il a été sélectionné par le réseau Arsena, qui est un réseau national français qui accompagne les artistes, la création artistique, et qui a donc un réseau dans le monde francophone et anglophone, pas francophone, hispanophone et anglophone, pour la traduction et la circulation des œuvres francophones, justement. Donc, le texte a été lauréat en 2019, il a été traduit en espagnol
argentin. C'est particulier, Wow. c'est très intéressant. Il a été traduit également en tchèque et en roumain. Mais c'est super intéressant parce que tu as fait des études de LEA Ouais. et de commerce International. international. Et en fait, c'est comme si on aurait pu t'embaucher pour justement développer ce genre de projet. Exactement. Et toi, en fait, tu quittes ces études parce Ouais. que cette vie professionnelle ne te parle pas du Ouais. tout. Et ton vécu artistique, finalement, te ramène à vivre cette expérience internationale Exactement. en langue. En langue, avec des langues C'est ça. différentes. En fait, la vie nous fait des clins d'œil. Et en fait, c'est toujours quand on voit l'image plus large qu'on se rend compte des points qui se relient. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et je trouve que c'est assez marrant. Et parce que quand tu écris Cyclone, est-ce qu'on peut dire que c'est en toute modestie? Ah oui, non mais vraiment, alors Cyclone, ça a pris 15 ans pour l'écrire, hein, vraiment, Wow. pour moi c'est mon, alors autant que Nekpakamo, quand je l'ai écrit, c'était une sorte de la fougue, avec la fougue de la jeunesse, et puis même l'ignorance de ce que c'était que le théâtre, quoi, j'en connaissais pas grand-chose. Hein, c'était vraiment ce besoin de dire qui dominait. Mais après, avec Cyclone, je me suis dit, bah ouais, mais le théâtre, ouais, j'ai commencé à m'intéresser aux œuvres, etc. Mais je me suis dit, mais c'est ouais, non, il faut bien écrire, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça représente vraiment ce que je veux dire, comment faire passer un message, comment construire un récit. Vraiment, j'étais beaucoup plus consciente de comment construire un récit, comment dire, comment retenir, comment faire sentir pour que les choses soient implicites et perçues par le public plutôt que de les exposer. Vraiment, il y avait plein d'ingrédients qui m'étaient parvenus et que là, vraiment, que j'apprenais à, comme dans un laboratoire d'écriture, finalement, à doser. Et par ailleurs, Cyclone part aussi d'une histoire très très intime, hein, qui sont ces violences sexuelles que j'ai vécues, et je voulais absolument parler de cette thématique-là, mais en même temps sans trop, comment dirais-je, sans en faire une œuvre où je me répands. Pour moi, c'est une forme de pornographie, quoi. Non, il fallait que ça soit une œuvre artistique. Voilà, poétiser en fait ces faits de violence intime. Et voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que ça a pris du temps à éclore. Alors je me souviens plus très bien de ta question, mais en fait c'est tout un. Pour parler du cheminement. Est-ce que tu écrivais en toute modestie sans attendre un succès quelconque? Non, j'attendais pas de succès. Non, j'attendais simplement. Waouh, c'était déjà tellement un défi de l'écrire et d'arriver jusqu'au bout de cette écriture que non, ce qui comptait, ce qui m'importait beaucoup, c'est de la partager avec d'autres, effectivement. Est-ce qu'il y avait aussi un côté thérapeutique dans cette écriture ou bien non, c'était pas pour te guérir? Oui, forcément, oui, bien sûr, parce que moi, à travers l'écriture, il y a une quête de sens, chercher à comprendre le comportement humain. Même les comportements les plus répugnants, c'est essayer de fouiller, quoi, d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui passe par la tête, par le corps, par l'émotion de telle personne pour en arriver là. Qu'est-ce qui passe par le personnage que j'interprète, Léna, pour qu'aujourd'hui elle décide de se barricader dans un déni et dans l'oubli, en fait, de l'histoire aussi terrible qu'elle a vécue. Comment elle fait pour se maintenir dans cette forteresse de l'oubli? Jusqu'où peut aller le déni? Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là que j'ai cherché à questionner. C'est quoi un secret de famille? Mais alors, c'est une autre barricade. Et quand le secret de famille s'effondre, qu'est-ce qui se passe quand un secret écrasant se dévoile? Est-ce qu'il vaut mieux le garder secret, ou alors il vaut mieux le dire, parce que le garder secret détruit, mais le dire aussi peut détruire. Waouh, quel dilemme, tous ces dilemmes-là. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses que j'ai cherché à explorer. Alors, c'est vraiment toutes ces choses que je voulais apporter à un public. Voilà, être dans cette situation où on est dans un secret de famille et voilà. Avoir de l'empathie pour les personnages et se dire waouh, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation? D'accord. Donc en fait, quand tu écris, il y a tout ce travail qui transparaît au final dans l'œuvre, cette œuvre qui a fait de toi une autrice reconnue. Et est-ce que quand on est à ton stade, parce que là, Cyclone, on parcourt, Cyclone a parsemé ta quarantaine, quand on est à ce stade, on se dit je suis une professionnelle accomplie? Ou alors il y a encore plein de doutes qui émergent? Le doute, c'est mon 3e prénom. Voilà, oui.
Pareil, hein, comme je disais à mes débuts, c'est un métier où on tâtonne, où on construit pas après pas. Le chemin se fait en marchant. Et alors c'est vrai avant Cyclone et après Cyclone, il y a eu d'autres œuvres, d'autres écritures. Moi, je m'étais dit après Cyclone, plus jamais je vais écrire. Non, c'est vrai. Trop compliqué, c'est tellement exigeant d'écrire. C'est pire qu'un accouchement. Ah bah oui, c'est un vrai accouchement, vraiment. Mais un accouchement qui dure en plus, cette grossesse a été vraiment particulièrement longue. Après, j'ai écrit La Diablesse, j'ai écrit plus récemment Matrice également, il y a 3 ans, mais aussi des œuvres théâtrales beaucoup plus courtes. Et du coup, après Cyclone, on m'a demandé d'écrire. On m'a dit, mais est-ce que tu veux écrire ça ? Est-ce que tu n'as pas un autre sujet que tu as envie d'aborder ? Bah oui, j'avais envie de parler de La Diablesse, quoi. Cette femme cette figure qui me fascinait. Et oui, mais à chaque étape, le doute. Mais le doute, j'essaie de ne pas en faire un frein, que ça ne soit pas un frein, mais au contraire, un moteur. Et du coup, on se sent légitime quand on vient vers toi pour te demander d'écrire. Là, on se dit, avant, il fallait demander, et là, maintenant, il faut accepter. C'est ça, exactement, il faut accueillir. Mais oui, jusqu'à ce que, effectivement, l'année dernière, le Festival d'Avignon et la SACD, qui est la Société des auteurs dramatiques, m'ont contacté, des compositeurs et dramatiques, m'ont contacté pour me commander un texte. Pour le Festival d'Avignon de l'année dernière. Ils avaient découvert mon écriture à travers notamment Matrice, mais voilà, en découvrant Matrice, ils ont voulu lire les autres œuvres. Et voilà, ce dispositif qui est Vive le sujet dans le Festival d'Avignon est un dispositif qui permet de découvrir des auteurs, des plumes. Et moi, ils m'ont demandé d'écrire un texte pour le performer lors du Festival d'Avignon l'année dernière. Et c'était Matrice, c'est ça ? Et c'était pas Matrice, non, ça s'appelle Ampawa. Ah oui, Ampawa, oui. Exactement. Donc, Cyclone, tu l'écris, ça vient de toi. Et La Diablesse, on te dit, alors, quand est-ce que tu écris ? Voilà, tu écris. Matrice, dans quel contexte ? Ah waouh, Matrice, en fait, Matrice, c'est comme une œuvre presque transversale depuis Nekpakamo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements... Alors, en vivant en Martinique, puisque je suis revenue vivre en Martinique il y a presque une 20aine d'années maintenant, en vivant en Martinique, en revenant aux sources et en vivant avec les miens, je perçois des choses qui étaient dans Nekpakamo, qui parlaient de l'esclavage, mais justement, je percevais encore des traces de cette histoire coloniale, et de l'esclavage dans nos intimités. Et c'est vraiment ça que j'ai... Donc, pour moi, Cyclone, ça en parle déjà. La Diablesse, ça en parle aussi, d'une certaine manière. Mais j'ai voulu, quelque part, rassembler et vraiment cibler cette thématique de vraiment quelles sont les traces de la grande histoire dans nos petites histoires, nos petites histoires intimes aujourd'hui. Voilà, en quoi nous sommes encore impactés par cette grande histoire et qu'est-ce que nous en faisons ? Voilà, est-ce que ça continue à nous ronger ? Est-ce que nous en portons des sortes de névroses relationnelles, post-coloniales, quoi ? Comment ça se passe dans le couple ? Comment ça se passe avec nous-mêmes, nous avec notre propre corps ? Comment ça se passe avec notre lignée, notre famille, du côté masculin, du côté féminin ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est comme un travail anthropologique et sociologique que tu nous offres, parce que c'est pour nous. Mais oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après mes études de langue, j'ai bifurqué effectivement vers des études de sociologie et d'anthropologie. J'ai mis le doigt au bon endroit. Ouais, exactement. Et c'est vrai que pour moi, le théâtre, ça offre ça aussi, ces perceptions que j'ai et ce besoin de les... Voilà, cette quête de sens, essayer de les d'éclaircir ces zones d'ombre. Mais moi, je vois vraiment en fait un parcours où rien n'est fait par hasard dans la vie, mais là, tout est vraiment venu converger pour devenir celle que tu es maintenant. Oui. Et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui, eux, peut-être, parce que vivent leur quarantaine en plein doute, qui se demandent peut-être s'ils aspirent à faire ou une carrière théâtrale ou bien même autre chose, quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui sont en pleine crise existentielle, la fameuse crise de la quarantaine qu'on a? Ouais. Alors, autant j'ai eu la crise de mes 30 ans, autant 40 ans, ce que je me suis dit, c'est... Et ce qu'on m'a dit, d'ailleurs, des amis m'ont dit, non mais là t'as tout, en fait. C'est-à-dire que tu as déjà l'expérience, toutes les expériences que tu as eues, là les fruits vont commencer à éclore, tu vas voir. Mais je crois que oui, ça c'est vrai. Donc, même s'il y avait du doute,
Même s'il y avait des questionnements, mais en fait, je me suis aussi rendu compte que, ça y est, j'ai une expérience. Ça oui, mais ça, je le sais déjà. Mais ça, en fait, je sais déjà le faire. Donc, c'est vraiment comme si on commençait à cueillir les fruits de ce qu'on a semé, en fait, sur notre chemin. Et comme, au centre de nous, il faut plonger. Il faut plonger à l'intérieur de nous. Et être le plus... Comment on plonge pour quelqu'un, parce que artistiquement, on est habitué à plonger peut-être, mais quand on est une personne lambda, on croit qu'on n'a pas une sensibilité particulière, comment on plonge pour se... Moi, je crois que apprendre à s'écouter véritablement, et puis s'il le faut, se faire aider. Moi, je me suis toujours fait aider, moi, sur mon parcours, que ce soit des psychologues, que ce soit des kinésiologues, que ce soit des ostéopathes. Voilà, des gens qui ont des sensibilités complémentaires et qui viennent m'apporter des informations sur moi-même. Il y a peut-être il y a plein de choses qui m'échappent aussi. Mais parfois, quand j'entends une chose d'une ostéopathe qui est confirmée par une psychologue, alors qu'elles ne se connaissent pas du tout, je me dis, il y a peut-être ça en moi, mais je ne le vois pas. C'est-à-dire que, je vais reprendre une métaphore qu'avait utilisé mon frère aussi. Il disait, imagine que tu es une bouteille d'eau, mais quand tu es une bouteille d'eau, tu es l'eau, en fait, mais tu ne sais pas lire l'étiquette qu'il y a sur la bouteille d'eau. Donc tu as besoin de quelqu'un qui est à une position, qui sait lire ce qu'il y a sur l'étiquette et qui te le dit. Sur ton étiquette, c'est écrit ça. La fameuse perspective. Voilà. Ouais, et donc, voilà, se nourrir de l'ensemble de ces avis-là pour s'écouter, pour plonger en soi. Alors, en quelques mots, Daniélie, quel est ton rêve théâtral pour quand tu seras plus grande ? Quand je serai plus grande, j'ai envie d'écrire pour le jeune public, davantage, pour leur donner des repères intérieurs, cette assurance, moi, qui m'a manqué, pouvoir leur donner, leur permettre de la cultiver en eux. Et puis, laisser des traces. Parce que moi, j'ai manqué de traces de mes grands frères, de mes grandes sœurs, mais faire un travail d'archivage de mon travail artistique, qu'il soit écrit, mais aussi tout le travail oral, tout le travail du corps, toutes ces choses-là, laisser des traces écrites ou visuelles, de manière à ce que les générations qui arrivent puissent avoir ces repères-là et ensuite peut-être s'en inspirer ou pas du tout, mais en tout cas savoir que ça a existé, que cette parole a été posée et qu'ils prennent le relais finalement, parce que quand ils vont prendre le relais, ils iront beaucoup plus loin. C'est ça l'idée. D'accord. Mais merci beaucoup, Daniélie. Merci pour ces traces que tu nous laisses et pour que nous puissions marcher dessus aussi et nous éclairer et nous guider. Exact. Merci d'avoir accepté mon interview. Avec grand plaisir. Vous étiez sur Fusion TV et Radio. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.